Et merci également pour, au nom de la RORI, cette invitation. Nous sommes très honorés d'être ici pour participer à ce colloque de haut niveau, vous vous en êtes rendu compte. Et nous avons eu la chance d'avoir, aux côtés de Joël Roeglant, dont on connaît les mérites et la qualité d'historien, deux grandes figures que nous avons pu donc mettre en vis-à-vis, et je pense qu'on va pouvoir avoir un débat très intéressant. Alors, je voudrais vous proposer, puisqu'on ne va pas probablement en parler pendant 1 heure, mais peut-être un peu moins, et puis vous avez certainement des questions, je voudrais vous proposer au moins 3 thématiques assez simples, assez larges. J'interrogerai chacun les uns après les autres nos 3 intervenants. Et puis après, s'il nous reste un tout petit peu de temps, on pourra faire les quelques points qui ont été présentés sans pouvoir être développés suffisamment. Je pense par exemple au rôle de Semprin, ou bien au cimetière de Bergen-Belsen. Je sais que Catherine a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Et puis le sabotage de Pontigny, peut-être Joël pourra nous présenter. Mais ça, je vous le propose à la fin. Je pense qu'avant, il serait bon peut-être de voir ces 3 thématiques très simples que je vous propose. La première, c'est comment est-on arrivé à ce degré de précision historique? Qu'est-ce qu'un travail historique qui mène à savoir autant de choses sur Irène Schaut? Deuxième point, en quoi Irène Schaut est-elle une personnalité engagée et complexe? Vous avez pu sentir, j'imagine, tous ces points déjà au fil des 3 interventions. Et enfin, en quoi est-ce qu'elle a un parcours exemplaire? Exemplaire pour Joigny, pour Lyon, et puis même à plus grande échelle pour la France. Donc sur le premier point, j'aimerais donc vous dire, pour commencer, que lorsque, ça a été évoqué tout à l'heure par Corinne, lorsque la notice rédigée par Thierry Roblin a été faite dans le CD-ROM, c'était à l'issue d'un travail de plusieurs années. Le CD-ROM est sorti en 2004. Et c'est une notice très intéressante, mais très courte. On savait très peu de choses. De plus, si vous avez, ça a été évoqué par Bernard Morel, si vous avez bien entendu, l'interview de Georges Semprin avec Radio Triage, avec Alain Vincent, était aussi une façon de ramasser ce qu'on savait sur elle, mais d'autres résistants et résistantes étaient intervenus, comme Paula Puccio, comme Roy, et l'image qu'ils avaient était assez sommaire. Je me souviens de l'un d'eux, pour préparer cette table ronde, réécouter ces auditions, ces audios. Jean Lanchon disait, mais en fait, quand Irène Schaut est venue dans Lyon, on ne savait rien d'elle. On ne savait pas du tout ce qu'elle avait fait. Or là, vous avez pu bénéficier d'un travail historique important qui a été fait, qui n'est pas terminé, puisqu'on vient de voir en direct qu'il y a des choses qui sont encore en cours. On a même eu la chance d'avoir des révélations. Horace Brutus, qui fait la suite du trait d'union, d'autres commentaires, on va y revenir, d'autres témoignages. Donc je vais commencer par vous, Catherine, en vous posant peut-être une question très simple pour commencer. Vous avez quand même retrouvé beaucoup de sources différentes, l'Union des femmes de France, la préfecture de police, les archives de Bad Arolsen, le journal du peuple, le droit humain, des témoignages que vous avez eus par les anciennes associations de camps déportés. Et malgré tout ça, vous avez réussi à créer une photo qui est un peu moins floue que celle qu'on aurait pu se faire du parcours d'Irène Schaut. Et pourtant, il semble qu'à chaque fois, vous regrettiez de ne pas avoir plus de précision sur son parcours professionnel, sur ces planches qu'elle présentait au droit humain, dont on n'a que les titres, sur par exemple la condition des femmes, vous en avez parlé. Alors comment est-ce qu'on arrive à ramasser autant de sources historiques pour qu'ensuite nous puissions profiter de cette connaissance? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je vais essayer, oui, je vais essayer, ce n'est pas facile. Je ne connaissais pas du tout l'existence d'Irène Schaut. En fait, mes recherches sont parties c'est une recherche globale sur les francs-maçons du droit humain, de cette obédience maçonnique mixée internationale, qui ont été assassinés sous l'occupation, alors ou parce qu'ils étaient résistants, ou parce qu'ils étaient juifs, ou pour ces deux, je n'ose pas dire raisons, pour ces deux motifs, ces deux raisons. Et je ne connaissais pas, et Irène, bien évidemment, a fait partie de ces dizaines de francs-maçons assassinés. Je ne connaissais pas du tout
Irène Chiot. J'ai commencé par chercher à la mairie de Joigny son état civil. C'est un petit peu la base de toute recherche, et l'état civil pour les Français et les dossiers de naturalisation pour les étrangers. Et puis, de fil en aiguille, en cherchant effectivement dans les archives, mais je m'aperçois que je n'arrive pas à la cheville de Corinne, qui cherche, qui est beaucoup plus pugnace que moi, qui a trouvé des choses. Voilà, donc j'ai cherché partout. Je ne connaissais pas grand-chose, puisque je ne suis ni historienne ni archiviste. Et j'ai demandé dans les archives, et on m'a renvoyé vers d'autres pistes. Vous avez pensé à demander là, vous avez pensé à demander ci. Donc petit à petit, mais effectivement, cette histoire du réseau Trait d'Union, je n'ai rien trouvé non plus. Et je n'ai pas eu la pugnacité peut-être, ou la chance, mais la pugnacité, j'en suis sûre. De Corinne, quelquefois il y a des pistes que j'ai un peu laissées de côté en me disant j'y reviendrai, je n'y suis pas revenue, parce qu'il y a plusieurs biographies à faire de tous ces frères et sœurs disparus tragiquement. Alors, comment répondre à votre question ? Il faut chercher, toujours chercher, être pugnace, être têtu, ne jamais lâcher. Mais il y a des... Je suis sûre, je suis passée à côté de portes que je n'ai pas vues et par conséquent que je n'ai pas ouvertes. Mais j'espère pouvoir les ouvrir un jour. C'est bien d'être pugnace comme Irène Chiot. Je tiens tout de suite à dire que mon propos n'était pas de vous mettre en concurrence. Du tout. Et puis, il s'agissait, puisque j'ai quand même essayé d'être un petit peu sérieux, j'ai quand même préparé cette table ronde et j'ai lu vos travaux, et il s'agissait de montrer plutôt quelle était la méthode historique. Et permettez-moi de vous dire que, en toute modestie, je pense que vous êtes d'une très grande humilité et vous essayez à chaque fois de nous dire, alors qu'à certains moments vous pourriez le déduire, que d'après ce qu'on sait, en 1927, elle a bien probablement eu son diplôme puisqu'elle est surintendante d'usine et qu'elle est assistante sociale chez Jean Patou. D'après ceci, et à chaque fois vous nous dites, parce que des fois certains historiens ne font pas, que vous avez un petit doute. Donc rassurez-vous, je pense que là, à vous lire, on aura un grand plaisir à voir votre souci d'exactitude. Et je crois que le doute doit être le camarade, si je puis dire, le compagnon de route de l'historien, parce que on n'est jamais vraiment sûr, il faudrait pouvoir recouper les documents. Bon, il y a des choses irréfutables, bon, ça c'est clair, et il y en a d'autres, et bien ma foi, je suis pas sûr, alors j'emploie le conditionnel, et puis j'attends, mais peut-être que dans la salle, nos amis vont nous apporter encore des compléments, là tout de suite, bientôt, c'est qu'on donnera la parole à la salle, probablement. Alors, mon but était de rappeler quand même l'importance de ces sources écrites, qui peuvent être au-delà des rapports aussi. Je pense par exemple au dossier professionnel que vous avez retrouvé, qui permet de retracer même son parcours scolaire, donc à l'établissement du travail supérieur, et dessus, je crois. Et puis, là-dessus. Il forme les assistantes sociales d'aujourd'hui. Voilà. Je me permets, j'ai eu beaucoup de chance parce que je savais qu'elle avait été assistante sociale, ça ne s'appelait pas comme ça, et j'ai trouvé l'adresse de cette école, j'ai téléphoné et la dame me dit, les historiens, il faut souvent qu'ils ont de la chance, hein, il faut vraiment avoir des fois des petits coups de chance. Elle me dit, venez vite, nous avons son dossier, mais nous allons le déposer aux archives, je ne sais pas lesquelles. Donc je me suis précipitée et j'ai pu faire des photocopies. Voilà, ça si on n'a pas un peu de chance de temps en temps, voilà. Mais il faut chercher, il faut être pugnace, il faut être têtu. Il faut vraiment... C'est très bien, je pense que vous avez contribué en apportant beaucoup d'informations pour nous éclairer sur le parcours. Je ne suis que la petite première... Enfin, je ne suis pas. Mais une des petites premières pierres sur cette maison que va peut-être bâtir, je vais trahir un secret, notre amie Corinne, qui peut-être, je l'espère, je le souhaite, va peut-être un jour écrire de façon plus détaillée et plus complémentaire la vie ô combien émouvante de notre chère Irène. Moi, je ne suis que la petite pierre, la petite fondation. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes très modeste. Donc, Corinne, effectivement, vous nous avez montré au cours de votre intervention, il y avait encore beaucoup de pistes, vous avez découvert beaucoup de choses, vous complétez le travail historique. On sait que l'histoire, c'est de toute façon des recoupements, des ajouts, des confrontations. Donc là, je pense que c'est toujours un travail en cours, hein, un work in progress, disent les Anglais.
Mais ce que vous avez aussi fait, par ailleurs, on reviendra peut-être sur Semprin plus tard, mais c'est que vous avez, de par votre formation, puisque vous êtes historienne, docteur en littérature, mais vous êtes aussi psychologue clinicienne. Vous avez pu, à travers des sources dont on pourrait penser qu'elles ne sont pas utiles à la réalisation de l'histoire, à la construction de la vérité historique, vous êtes allé chercher à comprendre comment quelqu'un comme Semprin pouvait, dans un jeu, je simplifie, je caricature peut-être même, de dualité, pouvait apporter des choses, des éléments à l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, et sans forcément aller jusqu'à... Alors j'en profite pour montrer votre livre. Donc j'ai pas celui de Catherine Monjanet, vous avez votre livre? Oui. Il faut le montrer. Je montre aussi celui qu'a fait Corinne Pellerin. Ceux qui voudront pourront en acheter à la sortie de la salle. Georges Semprin, entre résistance et résilience. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Prenez-le à la main. Oui, je pense que ça marche. C'est branché, mais prenez-le à la main. C'est mieux. Le guide est mal. On n'est pas technique séville comme les Oui, Anglais. c'est ça. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Alors, effectivement, ce qui m'a intéressée, parce qu'il dit que je suis historienne, je suis pour l'instant surtout historienne de cœur, c'est que j'ai voulu comprendre pourquoi quelqu'un comme Semprin, qui a 19 ans, quitte tout, c'est un étudiant brillant, il a un bel avenir devant lui. Pourquoi il vient dans Lyon? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Quelle drôle d'idée, il lâche tout pour aller cueillir des parachutes, chercher des armes dans un champ. Donc en fait, c'est cette chose-là qui m'a intriguée. Et donc je me suis dit, il faut aller au plus proche du terrain, donc il faut aller chercher les sources, il faut aller savoir par quel train il est. J'ai travaillé sur l'indicateur de chemin de fer de Joigny. Bon bref, voilà, comprendre pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qui l'amène à faire? Qu'est-ce qui le pousse à risquer sa vie? Pourquoi il dit j'ai voulu mettre mes actes en accord avec mes idées? Voilà, pourquoi risquer autant? Pourquoi faire? Et comment? Et donc, à chaque fois, c'est la même question. Qu'est-ce qui pousse les gens? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui leur fait risquer leur vie pour cacher des personnes, pour aller les sauver, pour aller, voilà. Et aussi, dans d'autres cas, pourquoi ils vont les dénoncer? Pourquoi, voilà. Essayer de comprendre. C'est ça qui m'intéresse, c'est comprendre. En plus, je suis admirative du courage de toutes ces personnes. Donc, je cherche à croiser ce qui vient de l'intime, ce qui vient du social, qui nous construit évidemment, de l'identité sociale, des circonstances historiques, et d'essayer de tisser les différents champs. C'est toujours un peu quelque chose qui m'a beaucoup agacée chez les psychologues d'une part, chez les historiens d'autre part. C'est le cloisonnement des disciplines. On ne peut pas cloisonner les disciplines. Le travail qui est complexe, c'est justement de les faire dialoguer. Donc, c'est ce que j'essaye un petit peu de faire. Voilà. Et sur le travail littéraire comme source, comme objet historique, un petit mot peut-être? Alors, le travail littéraire comme source historique est absolument, à mon avis, incontournable. Je sais bien que ça fait pas très longtemps que les historiens, que de nombreux historiens s'y collent, parce que l'historien, il aime bien les faits, l'historien, il aime bien la preuve des faits, il aime bien la trace concrète, prouvable et démontrable. Je caricature à l'extrême, bien sûr. L'historien aime aussi les grandes cohortes, c'est-à-dire il y a 350 personnes. Voilà, il y a un côté rassurant comme ça. Mais il ne faut pas oublier que Michelet était un grand historien et un grand littérateur, et que
la littérature est la voie d'expression finalement de l'histoire. Alors on a une jeune, c'est pas du tout le cas de mes camarades, hein, mais qui savent que la littérature est un objet historique, c'est presque une source première. Mais les historiens comme Ivan Jablonka, par exemple, Ivan Jablonka revendique l'histoire comme une littérature, puisque quand on raconte une histoire, c'est déjà une histoire inventée. C'est un récit. L'historien fait toujours un récit de quelque chose. Ce récit, c'est de sa place à lui, avec son cadre de référence, avec qui il est, comment il a été formé, dans quel pays il vit, qui sont ses lecteurs, qui est son auditeur, qui est son directeur de thèse, quel poste il veut demain. Il faut parfois faire attention à ce qu'on écrit. Donc, la littérature est le terreau et c'est souvent ce qui va donner aux jeunes envie de devenir historiens. C'est parce qu'ils vont rencontrer des récits qui vont être transmissibles, qui vont après avoir envie de découvrir la rigueur historique. Merci Corinne. Je pensais en vous écoutant à Braudel ou à Duby, pour ceux qui l'ont lu, pardon ? Il y a des comparaisons plus fâcheuses. Oui, mais je pensais au côté littéraire. Vous savez que Duby adorait l'écriture, considérait même que le récit, comme Corinne vient de le dire, était aussi quelque chose de littéraire, le récit historique. Bon, j'entends, on aurait pu remonter beaucoup plus loin et puis se dire tout simplement qu'on connaît le monde grec en grande partie grâce à l'Iliade et l'Odyssée, qui est en fait un grand champ poétique et les historiens travaillent très sérieusement là-dessus. Alors je vais terminer sur cet aspect, j'espère que je ne suis pas trop long et trop technique et que vous n'avez pas l'impression que je vais vous écarter d'Irène Scio, mais j'ai voulu insister sur le fait qu'il y a des sources écrites, des sources orales, et puis il y a aussi dans ce récit qui est construit, y compris à partir de faits littéraires qui peuvent être des sources d'information, il y a aussi la manière dont on modélise l'histoire. Ça c'est important. Quand on a commencé, Joël, Thierry et moi, à faire notre travail sur le CD-ROM, on s'est rendu compte que quand on interrogeait les résistants, c'était dans les années 90, ils avaient beaucoup de choses à nous dire, c'était très intéressant. On avait même fait, Corinne, elle n'aime pas trop, je crois, vous allez voir, on avait fait une série statistique, on avait essayé de synthétiser toutes ces données d'information, pour travailler sur l'engagement d'ailleurs. On va y revenir avec Irène. Et donc on s'était rendu compte que la mémoire avait un rôle très très important. La mémoire était presque une façon d'occulter ce qui s'était passé du point de vue de l'histoire. Je vous parlais il y a quelques minutes des audios d'Alain Vincent, lorsque les résistants se confiaient à lui. Quand il parlait d'Irène Scio, c'était la femme qui avait saboté. C'était la femme qui n'avait pas froid aux yeux, qui jetait des bombes. Et tout le côté résistance dont a parlé Joël, je ne l'oublie pas, le premier de ces axes dans l'enjeu, c'est on mobilise. Avant d'agir, on mobilise. Ensuite, on s'enracine. Ensuite, on agit, en relation avec le monde d'avant, et on termine par la répression. Ces 5 points. Alors donc, est-ce que, Joël, vous pourriez nous rappeler un petit peu à quel point c'est difficile, parce que ça aussi, on a l'impression que c'est simple. Quand on vous a écouté, c'était clair, rapide. On a bien compris ce qu'était la résistance dans Lyon. Mais toute cette structuration qu'on vous a présentée à partir de 1943, tous ces enjeux, c'est le résultat d'un long travail, d'une modélisation. Prenons l'exemple d'Irène Scio, un groupe familial, on l'a beaucoup oublié, isolé, qui cherche l'affiliation, qui cherche à se structurer. Ça, c'est pas facile. Comment on y est arrivé? Ça a été évoqué par Joël. Il y avait des petits groupes dans le Tonnerrois, etc. Est-ce que, Joël, vous pouvez revenir un petit peu là-dessus en prenant peut-être l'exemple davantage d'Irène? Sur les sources. Sur la manière dont on arrive, à partir de toutes ces données historiques, à aller contre la mémoire et en même temps à créer une structure intellectuelle qui fait que ensuite on a plaisir à lire les historiens quand ils parlent, quand ils écrivent. C'est peut-être trop... Bon. Je terminerai là-dessus après. Concrètement, comment on a
procédé. Je dis on parce que l'originalité de la RORI, c'est qu'on a toujours fait un travail collectif, mais un vrai travail collectif, c'est-à-dire qu'on a toujours travaillé ensemble et que ce qui était écrit par l'un était relu par les autres, corrigé, repris, complété, et j'ai toujours été convaincu que le travail collectif donnait de meilleurs résultats. Alors, concrètement, moi, quand j'ai commencé à travailler sur la résistance, j'avais d'abord travaillé sur la collaboration. Sur celle de Lyon, je connaissais pas grand-chose, et sur la résistance française qu'on avait appris au lycée. Donc, nous, on a commencé, pour la résistance, il y a deux sortes de sources. Il y a les sources orales et il y a les sources écrites. Les sources orales sont, au fil des années, devenues de moins en moins nombreuses jusqu'à disparaître. Les sources écrites sont devenues extrêmement plus importantes par l'ouverture des archives, et le tout facilité par cet extraordinaire outil de recherche qui est Internet, qui permet de communiquer avec quelqu'un et qui permet de trouver un certain nombre de choses. Donc nous, on a commencé par des témoignages. On a recueilli des témoignages, on en a recueilli, on va dire, au moins une centaine au fil des travaux du CD-ROM. Il faut admettre que le témoignage est une source, c'est-à-dire qu'il ne peut pas à lui seul constituer la vérité. Il y a eu beaucoup de travaux faits sur la mémoire. On a commencé d'interroger en 1994, donc ça fait quand même déjà 50 ans après les événements. Aujourd'hui, on est beaucoup plus loin. Donc, les gens nous ont livré des témoignages. Ces témoignages, en particulier dans la première partie de notre travail, on l'a fait très méthodiquement, avec des questionnaires, on les a enregistrés, on a fait des comptes rendus écrits, on les a renvoyés aux témoins qui les ont corrigés, qui nous les ont renvoyés. Et aujourd'hui, ces témoignages sont déposés aux archives. Bon, on en fait quelque chose qui est une source brute. Il peut y avoir des contradictions, on les cite comme source. Et c'est l'intérêt du travailler sur la résistance, c'est la richesse humaine des gens qu'on rencontre. La difficulté, c'est que celui qui a témoigné est convaincu d'avoir la vérité, sinon une vérité. Et lorsqu'il voit le produit fini de l'historien, il peut ne pas être d'accord et se sentir trahi. Et ça n'a pas toujours été facile. Ensuite, il y a les sources écrites. Alors les sources écrites, c'est un monde entier. On pourrait penser que la résistance a peu de sources, il y en a énormément. Il y a les archives départementales, j'ai cité les rapports des préfets. Les rapports des préfets sont faits avec des rapports de police, de gendarmerie, de renseignements généraux. Il y a une masse de documents dans les archives départementales. Et quand on a travaillé pour le CD-ROM, quand on a produit le CD-ROM, on parlait de la notice faite par Thierry. On a travaillé avec les archives départementales, avec aux archives nationales un certain nombre de renseignements. Et depuis, on aurait pu aussi aller au service historique de la Défense à Vincennes, il y avait déjà la possibilité d'y aller, mais on en avait consulté assez peu de ces dossiers. Depuis, on peut travailler au service historique de la Défense à Vincennes et à Caen, mais surtout à Vincennes. On a là une profusion d'archives qui sont ouvertes, des dossiers individuels qui sont parfois très riches et souvent très décevants, des dossiers sur les maquis, des dossiers sur les organisations, des dossiers sur les réseaux. Et puis depuis quelques années, tous les dossiers qui ont été constitués à Londres par les résistants qui partaient et ces archives ont été reversées au service historique de la Défense. Et puis il y a également des archives allemandes. Donc on a en fait un continent entier d'archives qu'on peut utiliser. Alors quand on cherche sur quelque chose de précis, on essaie d'ajouter toutes ces sources et on finit par avoir dans sa tête, je dirais, on commence à voir un certain nombre de choses dans sa tête, on commence à les comprendre, à se poser des questions si le but est de présenter quelque chose, il arrive un moment où il faut coucher sur le papier une présentation cohérente. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on entre dans le récit, mais il n'y aurait pas d'histoire sans récit, qui va supposer des simplifications, qui va supposer des conditionnels. Moi, on m'a beaucoup reproché le conditionnel, parce que si on travaille avec un seul témoignage, il faut utiliser le conditionnel. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est la vérité de celui qui l'a dit. Et on va produire un récit qui va être quand même, comme tu le disais, le sien, c'est-à-dire avec à l'intérieur de nous un certain nombre de valeurs, un certain nombre de connaissances, d'absence de connaissances, etc. C'est un moment passionnant. Il faut s'efforcer d'être pédagogique, donc de simplifier, donc de ne pas tout garder, donc d'enlever des détails. Et normalement,
on nous moque un petit peu parfois pour ça, mais à ce moment-là, on met des petites notes pour que celui qui veuille en savoir plus, ou simplement qui veuille vérifier l'honnêteté de celui qui écrit, puisse aller voir la source. Et moi, ce que je me suis rendu compte personnellement, c'est que vraiment au début, j'étais pas assez curieux, je me posais pas assez de questions, parce qu'en fait, il faut toujours aller plus loin, et plus on cherche, plus on trouve, et plus on est insatisfait, parce que on voit surtout ce qu'on n'a pas trouvé, et voilà. Et puis après c'est pour ça qu'on continue. Puis après, il y a quand même comme vous disiez, la chance et le hasard, hein, parce qu'il y a des moments où on tombe sur quelque chose qu'on ne cherchait pas et qui peut être vraiment très important. Alors, si on aime ça, bon, moi je sais que personnellement, 4 heures aux archives, je ne les vois pas passer, hein, je suis en 43, mais plus ingrat est effectivement la présentation et toutes les imperfections qui peuvent aller avec. Merci Joël. Je pensais que ma question t'avait déconcerté. Mais finalement, je réalise que tu as mieux répondu même que j'ai posé la question, si je puis dire. Alors, donc vous avez compris, on a fait un travail de groupe, des masses d'informations, on arrive à trouver des invariants. Et puis, bien sûr, il y a toujours des choses qu'on peut modifier, faire des notes. Mais en gros, on peut dire qu'on tend de manière asymptotique vers une sorte de vérité. Et il se trouve que ces groupes qui sont affiliés, on l'a vu, avec toute la richesse et la variété qu'il y a eu dans Lyon, il se trouve qu'un de ces groupes, celui d'Irene Shaw, est une exception. Et ça nous amène à notre deuxième thème, c'est que Irene Shaw est quand même un cas exceptionnel. Mais elle est exceptionnelle par sa personnalité, une personnalité engagée et complexe. Donc je vais reprendre les uns après les autres pour vous demander ce que vous pensez qui est le plus original chez elle, en vous donnant peut-être quelques angles. Catherine, pour commencer, vous l'avez bien expliqué, vous dites presque qu'elle s'est presque, d'une certaine façon, constituée intellectuellement en tant que femme à Prague dans les années 21-25, hein, si je ne me trompe pas. Oui, 26, où elle est avec le Zemgor, cette université populaire, où elle est les réfugiés russes, où on se rend compte qu'elle est également avec le légat de France pour donner à ces gens des visas pour qu'ils retournent en France. Elle apprend les langues pour aider, il y a l'empathie, il y a déjà cette fibre sociale et humanitaire, on pourrait presque dire. Elle est aussi une militante politique, syndicaliste. Bon, qu'est-ce qui, dans ce parcours-là, à votre avis, est proprement lié au milieu dans lequel elle vit? Parce qu'on pourrait penser qu'elle est influencée par son mari, on pourrait penser qu'elle vit dans un milieu où elle était journaliste, vous l'avez dit, hein, avec Volia Rossi. Qu'est-ce qui est vraiment l'ordre de sa personnalité, de son propre engagement, et qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler le milieu ambiant? Parce qu'après tout, elle est dans un milieu de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très difficile de parler, d'émettre une opinion. Tout dans la vie d'Irene Rossel montre que déjà, elle a 18 ans, elle prend des cours via l'Association des femmes de France, nous sommes pendant la guerre, pour devenir infirmière. Bon, elle aurait pu rester déjà tranquillement chez elle. Elle s'engage déjà. Bon, a-t-elle eu des engagements antérieurs en tant que, je ne sais pas, scout ou je ne sais pas, ou quoi que ce soit, jeune fille? Je ne sais pas du tout. Là, la réponse se trouverait sans doute dans les archives de Joigny, mais vous l'auriez trouvé certainement. Après, ce que j'en déduis, moi, mais c'est purement subjectif, mais enfin ça me paraît, c'est une femme de caractère, c'est une femme d'engagement. Je pense qu'elle avait ça en elle. C'est pas quelqu'un qui reste indifférent, et surtout qui ne reste pas indifférent à la misère. Et Dieu sait si la misère était répandue dans l'entre-deux-guerres dans notre pays, où il n'y avait quasiment pas de loi sociale, de choses comme ça. Alors, je ne peux pas répondre à votre question. Je pose des questions trop difficiles. C'était une femme très courageuse, très engagée. Je pense qu'elle ne pouvait pas vivre sans engagement. Enfin, toute sa vie le démontre. Après, sa rencontre, alors, toujours mystérieuse pour moi, avec la politique, au sens large, avec sa rencontre avec Léonide, était-elle de gauche avant déjà d'une sensibilité, sans qu'elle ait pu mettre des mots sur cette sensibilité? Ou est-elle devenue de gauche en fréquentant Zemgor, et qui était... C'était des gens de gauche, c'était les socialistes révolutionnaires, les bolcheviks aussi étaient censés être de gauche, enfin ça c'est un autre débat.
Je ne sais pas, mais je crois que c'est assez bien une belle complémentarité entre son caractère et ses amis, notamment à Prague, et qu'elle a gardé ensuite à Paris. Je ne peux pas vous en dire plus, je serai dans la supposition, je suis Oui, déjà... il y a de toute façon une sensibilité à gauche, un certain nombre de choix qui sont déjà des indicateurs de son tempérament et de sa... Pour répondre peut-être plus, mais je ne le peux pas, il faudrait connaître l'enfance et l'adolescence d'Irène. Alors peut-être que quelqu'un pourra nous éclairer. Parce que beaucoup d'engagements, on ne le sait pas, on ne le verbalise pas à l'époque, mais naissent dans l'enfance et dans l'adolescence. A-t-elle été confrontée à de l'injustice ou des choses comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez déjà montré avec la manière dont elle est indignée quand elle est surintendante des usines, qu'elle va démissionner de chez Jean Patou. On voit quand même qu'au moins, si on ne sait pas exactement ce qui la motive, on voit ce qu'elle refuse. Et c'est déjà beaucoup. Alors là, je vais m'adresser cette fois à la psychologue clinicienne. Non, pas de service. Non. D'ailleurs, ça serait réducteur. Hein. On ne cloisonne pas les disciplines, on a dit. Il y a quand même l'impératif catégorique de Kant. On ne peut pas faire autrement. Vous en parliez tout à l'heure. Quand on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. La manière dont elle se comporte jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à mourir, c'est quand même une personnalité qui, vous avez parlé aussi des risques élevés, qui joue toujours avec le danger. Qu'est-ce que vous en pensez, Corinne? Alors, il y a pas mal de sociologues qui ont travaillé sur les... On ne va pas tous les citer, mais qui ont justement essayé de comprendre ce qui animait les résistants. Et bien que leurs appartenances théoriques soient très très diverses, des gens comme Pollack et autres, le point commun de toutes les théories que j'ai lues, alors j'ai pas tout lu, mais bon, j'en ai lu quand même un certain nombre, le point commun, c'est que les gens qui vont s'engager comme ça, ils ont un très haut niveau d'idéal. Cet idéal leur vient souvent de leur éducation, qu'elle soit religieuse, politique, associative, tout ce qu'on veut. C'est souvent lié à l'enfance, ils sont construits comme ça. Ils ont souvent rencontré un moment, là encore ce sont des schémas, des invariants qui ressortent. Bien sûr, chaque histoire est unique, mais en gros ils ont souvent fait une expérience traumatique, soit en tant que personne, soit en tant que témoin de quelque chose de grave. Chez Semprin, par exemple, c'est la mort de la mère et la chute et l'obligation de l'exil. Et chez la plupart des résistants, il y a comme ça quelque chose. Chez Jean Matillon, elle dit « J'ai vu les Allemands dans Paris, j'ai vomi ». Voilà. Chambard-Delauve, elle dit ça aussi. « J'ai vu les Allemands débarquer, je me suis évanouie et je me suis dit « C'est pas possible, il faut faire quelque chose ». J'adore cette phrase. Donc en fait, c'est ça. C'est comme si ça leur tombait d'un coup, ou plutôt comme si ce qui était à l'intérieur d'eux, ce sont les circonstances qui vont révéler ce qui est déjà à l'intérieur d'eux. Et là, les circonstances les forcent à agir. Et chez les justes, c'est pareil. Ceux qui vont sauver des personnes juives et persécutées, ils disent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On n'a pas pu faire autrement. On avait l'enfant là, qui était là, on l'a pris. Il y avait la dame qui avait faim, qu'est-ce que vous voulez? Il fallait qu'on fasse quelque chose, dit Madame Trocmé, la femme du pasteur. Dit, quel drôle de question vous me posez, et on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est ce pas faire autrement qui est vraiment comme l'impératif kantien, c'est-à-dire c'est un impératif catégorique. Alors après, il va y avoir plusieurs catégories de personnes, c'est-à-dire il y a ceux pour lesquels cette obligation morale supérieure va s'inscrire dans un appareillage intellectuel. Alors que ce soit la religion, que ce soit l'appartenance à un parti politique, que ce soit, vous voyez, ça s'inscrit dedans. Et une fois que c'est inscrit dedans, ça devient de l'airain. C'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant, c'est que quand on lit les témoignages des uns et des autres, quand on se rend compte de ce qu'ils ont fait dans des parcours d'incarcération, de torture, de déportation, etc., on est là comme ça, moi je suis là comme ça, les yeux écarquillés.
parce que c'est Georges Charpak qui est devenu, qui était résistant. Lui, il raconte qu'il a décidé de rentrer, d'aller dans les FTP, dans le communisme, parce qu'un jour, il était d'une famille très pauvre, 4 enfants, tous vivraient dans un petit boui-boui parisien avec le père tailleur, etc. Et donc, il passe devant le mur de la Santé, la prison de la Santé, et il entend des prisonniers qui chantent la Marseillaise. Là, il dit, j'ai eu les larmes aux yeux et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est donc comme ça qu'il se bouge à y aller. Et lui raconte qu'à la prison d'Est, tous les détenus communistes organisent une discipline de fer pour le partage des colis, pour les toilettes, pour l'éducation des nouveaux, etc. Et que il est très fier, il le raconte dans son récit qu'il écrit avec une journaliste, La vie à fil tendu, que dans son wagon, personne n'est mort. Parce qu'ils ont tous fait des tours, chacun son tour près de la lucarne, chacun son tour près de la titane, enfin une discipline de fer. Donc cet impératif catégorique, Catherine disait c'est une femme de caractère, vous voyez, même en parlant, moi je me tiens droite du coup. Et ben voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une structure, le résistant François Jacob, il dit la statue intérieure. Et donc voilà, je pense que c'est ça. Je vais m'arrêter parce que je peux parler jusqu'au bout de la nuit. Donc, Oui, vous avez beaucoup travaillé sur les parcours de résilience avec Semprin, c'est cette idée qu'on peut se dédoubler en essayant de s'imaginer mort pour pouvoir se préparer toujours. Ça me fait penser d'ailleurs à cette phrase de Jean Moulin dans son journal posthume, Premier combat, où il dit le 17 juin, vous savez, c'est le jour où il a fait ce premier suicide, parce que les Allemands lui demandaient de signer un document compromettant pour l'armée française, disant que c'était les Français, l'armée française qui avait tué des Sénégalais, alors que c'était des Allemands. Et il a dit donc ce jour-là, le 17 juin, j'étais un mort en sursis. Et on peut penser que c'est ce dédoublement, vous parlez du biographe dans votre ouvrage, on peut penser que c'est ça qui lui a permis de tenir pendant toute l'occupation et ce courage formidable. On imagine ensuite à Lyon, on ne va pas revenir là-dessus, mais il a été extrêmement courageux alors qu'il était torturé. Et tout ça nous amène à un dernier point sur cette complexité. Joël, on a travaillé donc ensemble, vous l'avez dit, et les femmes, on les a étudiées aussi du point de vue quantitatif. On a vu, comme ça, on a pu savoir que Irène Chaud était une femme à part, une chef, mais on a pu vérifier à l'échelle de Lyon, ce qui fait une sorte de laboratoire historique pour la France, d'autres l'ont fait à plus grande échelle, on a pu vérifier que le sexisme de l'époque se retrouvait, y compris dans la résistance, que dans les métiers. Combien de cas où l'infirmière est l'agente de liaison du chef de réseau qui est médecin, combien de cas où les femmes sont infériorisées. Donc est-ce que cette vision anthropologique, ce sexisme de l'époque, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Et je veux juste dire qu'on a, il faut aussi présenter ce que fait un peu la Rory, on a des ouvrages sur des femmes, et il n'en reste plus beaucoup, sur les résistants et résistantes, et un autre sur les femmes dans la résistance, des petits bulletins qui seront aussi à Joël. Oui, jusqu'à la présentation dans les manuels d'histoire, parce que moi je me souviens avoir lu dans mon manuel de terminale que Bertie Albrecht, je pensais à Bertie Albrecht puisqu'elle faisait la même profession qu'Irène Chaud, avoir lu que Bertie Albrecht était la secrétaire d'Henri Freinet, alors qu'elle était non seulement sa compagne, mais qu'elle était celle qui l'a en fait initiée à la vie politique, qui lui a fait prendre une conscience politique et puis qui lui a été, qui a eu, plus on travaille sur elle et plus on se rend compte qu'elle a eu un rôle actif dans la résistance. Alors bon, oui, les femmes à cette époque ont un rôle social qui est minoré, elles n'ont pas le droit de vote, et on retrouve dans la résistance cette approche, c'est-à-dire que la plupart, elles sont plus nombreuses qu'on ne l'a dit, mais elles sont minoritaires. Elles sont plus nombreuses qu'on ne l'a dit parce qu'elles ont été assez effacées, tu l'as dit Corinne, elles
elles ont été assez effacées. La raison principale étant qu'après la guerre, elles sont retournées à leur vie civile, alors que beaucoup d'hommes, tout en retournant à leur vie civile, sont entrés dans des associations, ont fait des revendications de titres, et dans les demandes de cartes de combattants volontaires de la résistance, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors elles sont souvent dans la résistance cantonnées à des rôles qui sont des rôles qui peuvent être des rôles d'infirmières, qui peuvent être des rôles de boîte à lettres, de logement, d'aide, et bien sûr d'agents de liaison. Je dis bien sûr parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont agents de liaison, dans la mesure où on pouvait penser, sans doute à juste titre, qu'elles passaient plus inaperçues en se promenant, qui avec une bicyclette, qui avec un landau, qui avec rien, de manière à sembler tout à fait anodine. Il y a très peu de femmes, alors forcément on peut citer des noms parce que justement on les connaît, il y a très peu de femmes qui ont des responsabilités importantes, qui ont des rôles de chef de réseau. Il y a ce qui est le cas donc, dans Lyon, Irène Chiot est un cas particulier. Autrement, oui, on peut citer Marie-Madeleine Fourcade et d'autres. Moi, j'aurais un faible, si je puis dire, pour Catherine Janot, parce que ce qui vous manque pour Irène Chiot, c'est que malheureusement, vous ne l'avez pas connue. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut tirer avec des archives sans avoir la personnalité en face. Tout à l'heure, j'ai semblé être un petit peu critique ou minorer les sources orales, mais les sources orales nous fournissent une chose qui est inestimable, ce sont des détails de vie quotidienne, ce sont des renseignements concrets sur la préparation d'un sabotage, sur la réception d'un résistant. Ce sont des choses qui nous permettent d'abord de savoir un certain nombre de choses, qui faisaient partie d'une équipe de réception, et il y a toute une richesse humaine. Alors il se trouve que Catherine Janot, j'ai travaillé beaucoup sur elle, il y a toutes les archives qui nous permettent de savoir beaucoup de choses, et en plus je l'ai rencontrée. Et je l'ai beaucoup rencontrée. Et j'ai été, c'est vrai, et ça serait sans doute le même cas si on avait rencontré Irène Chiot, j'ai été impressionné, on va dire pour rester neutre, impressionné par cette petite femme de taille, et la grandeur et son audace et l'importance de son action. Alors tout ce qu'elle m'a... Si je regarde ce que j'ai tiré hors d'elle et ce que j'ai tiré de son témoignage, je trouve que les archives coïncident parce qu'elle était très sincère, mais j'ai quand même tiré beaucoup des conversations avec elle, ne serait-ce qu'au niveau des motivations profondes. Il y a des choses qui ne sont pas pensées dans les archives, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a les motivations, et puis il y a la circonstance. Et Catherine Janot, c'est une humaniste, c'est une chrétienne, c'est une femme, politiquement c'est une femme de droite, elle est profondément antiraciste, elle a lu Mein Kampf, elle est allée en Allemagne, c'est une intellectuelle, elle est riche, elle est dégoûtée par le nazisme, et voilà toutes les motivations pour résister. Et la circonstance, c'est qu'il y a un jour un parachutiste allié qui arrive, et il est là, et qu'est-ce qu'on va en faire? Ce qu'on va en faire, comme tu disais, il faut faire quelque chose. Elle emmène La profession, elle n'en avait pas vraiment, sauf qu'elle était infirmière. De quoi elle s'occupait d'aider les malgaches, parce qu'il y avait un camp de malgaches. Elle était toujours en train, même pendant l'exode, de donner des soins aux gens qui étaient blessés. Pendant même la suite de la guerre, elle ne va pas arrêter de donner pour elle et pour les autres avec sa mère. Elle était proche du Secours national, donc qui était plus ou moins considérée comme petite. Mais elle va finir par trouver une voie vers un groupe FDP avec un certain Baudon, son mari qui était le chef de ce groupe. Et elle va, au moment de l'arrestation du sabotage de Montigny, devoir aller où? À Choisy-le-Roi. Et qu'est-ce qu'elle va choisir le roi? Paula Buchillot. Donc on voit qu'elle attirait des gens du même type. Et deuxième chose, c'est ce que je voulais terminer dans cette comparaison, tout le monde n'est pas Irène Chiot. En ayant le même parcours peu ou prou, elle n'a pas, cette dame, n'a pas eu assez de caractère pour mener un groupe, faire du sabotage, etc. En tout cas, je ne veux pas juger, ce serait très... Mais c'est juste pour montrer par comparaison, mais c'est pour montrer que quand même Irène Chiot, c'est une personnalité exceptionnelle. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric. C'est bon, on peut les applaudir. Merci.
Je signale l'arrivée de monsieur le maire de Joigny, Nicolas Soret, et du sac d'Irencho, deux grands événements. Il nous reste quelques minutes pour faire un échange avec vous, public. Posez vos questions ou vos interrogations. Restez dans le thème, sinon on coupe le micro. Restez dans le thème, et puis on va essayer de faire court, questions courtes, réponses courtes. Allez, on commence là. Merci de vous présenter éventuellement. Voilà, j'ai eu deux oncles qui sont morts en camp de concentration. Bon, ils ont été au camp de la mort. Après, ils se sont retrouvés au camp dont vous avez parlé de. Ils ont été à Neuengamme et il y en a un qui a connu la libération du camp de Bergen-Belsen. Et moi, ce qui m'a toujours paru bizarre, j'ai eu la photo de la tombe où il avait été enterré, parce qu'il y avait un prêtre qui est venu voir ma grand-mère après la libération, et quelques temps après, qui a amené à ma grand-mère la photo avec le nom de son fils, en lui disant « il ne faut pas tarder pour aller récupérer les corps, et surtout, les inscriptions, elles vont disparaître rapidement. » Et les informations qu'a eu ma grand-mère après, c'est qu'effectivement, les Anglais, ils ont brûlé, effectivement à cause du typhus, et qu'après, ils ont mis des Allemands prisonniers dans le camp de Bergen-Belsen, qui, eux, ont détruit le cimetière. Donc, ils n'ont pas pu ramener les corps après, tout était saccagé. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez eu des informations là-dessus? Merci. C'est bon. En fait, si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai les références. Il y a un historien qui s'appelle Jean-Marc Dreyfus, qui a beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup sur les questions des cimetières, des tombes et autres. Et il y a effectivement tout un travail de recherche qui est fait sur, entre autres, le cimetière de Bergen-Belsen. Parce que quand je dis le cimetière de Bergen-Belsen, en fait, c'est erroné. Ce sont plutôt les cimetières de Bergen-Belsen, puisque à cause de la fameuse épidémie de typhus, il a fallu, c'est le médecin du responsable, Hux, qui est l'hôpital aujourd'hui, à l'endroit où il y avait l'ancien hôpital, la rue porte son nom, eh bien, il a dû prendre des mesures absolument draconiennes pour que les épidémies ne se propagent pas. Donc, à la fois, les baraques ont été brûlées, à la fois, il a fallu ensevelir, brûler les corps et ensevelir tout le monde de façon très très rapide. Et ensuite, il y a des tombes, y compris des tombes collectives, qui ont été faites dans un cimetière à proximité. Donc, si vous vous posez des questions, vous pouvez écrire au mémorial. Quand même, d'après la libération du camp, puisque mon oncle est mort le 8 juin 1945. Oui, mais parce que tout ce qui s'est passé, comme je dis, Irène Chiot, elle est morte aussi alors que le camp avait été libéré. Mais justement, cette situation dramatique, vous savez, il faut se rendre compte aussi que le rapatriement des personnes survivantes a mis quand même du temps en raison des conditions catastrophiques sanitaires. J'ai entendu parler, parce que c'est ce que le prêtre est venu raconter à ma grand-mère, il en avait été témoin, que le cimetière avait été détruit par des Allemands qui, après l'évacuation du camp par les Anglais, ils avaient tout brûlé, et après ils ont interné des Allemands dans ce camp, et c'est eux qui ont détruit le cimetière. Alors ça, je n'ai pas entendu, il faudrait vérifier, mais vous pouvez poser la question. Il y a encore quelque chose de pire, et ça, bon, il y a toujours le doute, comme vous dites, c'est que mon oncle étant boulanger, il a été dit que beaucoup de personnes étaient mortes du typhus après la libération du camp, et que les boulangers ont fait du pain, et que les Allemands avaient empoisonné la farine. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Je n'ai jamais entendu ça, mais je ne suis pas non plus une spécialiste du camp de Bergen-Belsen. Donc il y a des personnes plus compétentes que moi là-dessus. Alors,
D'autres personnes, monsieur, là-bas. Gérard Caselli. J'ai bien connu Roger Roire, qui était un grand ami de la famille, j'ai vu des dizaines de fois, et de temps en temps, il répondait aux questions qu'on lui posait, ainsi qu'à mon père. Et il y a un point concernant Irène Chiot et Paula Buchillot, parce que Paula Buchillot, il ne faut pas l'oublier, est devenue professeure de dessin, c'est qu'elles ont participé à la réalisation de très nombreuses fausses cartes d'identité. Et j'y ajouterais, mais ça c'est une supposition de ma part, qu'il y avait peut-être un lien avec l'imprimerie Soubi Lorenz de Joigny, puisque le fils de M. Lorenz, qui vit en Suisse, ou qui vivait en Suisse, je ne sais pas s'il est encore en vie, m'avait raconté qu'eux aussi faisaient beaucoup de fausses cartes d'identité qui partaient sur Paris. Voilà tout le témoignage que je voulais apporter. Merci. En tout cas, c'est ce que Paula Buchillot raconte dans son c'est ce qu'il y a dans son dossier au service historique de la défense. Elle revendique la création de fausses cartes. Madame. Oui, je voudrais répondre à une question que vous avez posée tout à l'heure. Alors, je me présente, je suis Martine Mercier, je suis membre du droit humain depuis 43 ans. Donc je connais un petit peu l'histoire du droit humain, et en plus, Catherine le sait, nous avons écrit un livre sur l'implantation et le développement des loges du droit humain dans tout le Grand Est de la France. Ceci étant, donc la question que vous avez posée, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, certains se sentent tellement impliqués qu'ils doivent impérieusement passer à l'action? La personnalité d'Isabelle Chiot-Rossel, que très franchement je ne connaissais que très vaguement, puisqu'elle était membre du droit humain initiée à la Loge Espérance à Paris, bien que native de Joigny. Donc nous ne sommes pas, elle était indirectement liée à notre région, mais pas en tant que maçon engagé dans les loges. Je voudrais revenir à l'origine des choses. Quand en 1893 le droit humain s'est créé, c'était sur un projet de société. Une société très engagée, avec un projet quasiment révolutionnaire. Et je voulais simplement dire qu'à partir de cela, on retrouve dans notre région des personnalités de femmes extraordinaires, des femmes comme Berthe Boucher à Nancy, Germaine Bernard, Camille Charvet à Besançon, que Catherine connaît bien, une femme comme Jeanne Chaton aussi, à Reims. Et ces femmes étaient engagées dans toutes les sphères de la société, aussi bien en politique que dans le tissu social, et ont été vraiment des femmes qui ont laissé une trace extraordinaire. Dans la résistance, elles sont résistantes et déportées. Donc j'ai été très émue aujourd'hui par cette conférence. Je venais déjà avec un grand intérêt, mais j'avoue que de vous entendre tous les quatre parler de tout cet épisode de l'histoire d'Isabelle, excusez-moi, Irène, pardon, pas Isabelle, Irène. C'est vraiment, ça redonne du sens aussi à l'engagement dans la société, quelle que soit la forme de l'engagement. Parce que c'est ça votre... Enfin, pour moi, c'est le message que je retiendrai de vos interventions. Essayez de mieux comprendre aussi les territoires dans lesquels nous vivons. En tous les cas, je vous remercie vraiment pour cette belle conférence. Merci, madame. Alors, on a monsieur là-haut, s'il te plaît. Mon nom c'est Nathan Elkin. Et la question est simple. Est-ce que la Jolie peut encore justifier qu'Irène a rapidement divorcé de Léonide Rosel? Alors, Irène n'a pas dit... C'est à la Jolie que je pose la question. Merci. Je m'excuse de vous interrompre. Je suis particulièrement mal élevé. Bon, je pense que c'est Corinne Menestroff qui connaît le mieux la situation au niveau des archives.
Comme l'a dit Joël tout à l'heure, on a fait un travail collectif depuis le début de notre association. Donc on associe très volontiers Corinne à nos travaux. Et d'ailleurs, elle a publié dans nos bulletins les membres de la RORI. Donc elle peut répondre pour la RORI. Donc je vais lui passer la parole. Et en plus, on va vous dire des bêtises. Donc peut-être aussi les petits-enfants qui sont là. Corinne. Oui, bien sûr. Je vais d'abord répondre à monsieur. Bonjour monsieur. Donc, il se trouve que Irène et Léonide n'ont jamais divorcé. En fait, ça fait partie peut-être des récits familiaux qui ont eu lieu après-guerre, mais il n'y a aucune trace d'aucun divorce entre Léonide et Irène. Et il y a surtout un document tout à fait exceptionnel qui m'a été confié par, je la vois plus, elle disparaît de la salle. Elle est là. Il y a des correspondances de Léonide quand il est justement interné à Drancy. Il écrit pour qu'on lui envoie son livret de famille pour qu'il puisse démontrer qu'il est marié à une Arienne. J'utilise le vocabulaire de l'époque. Parce que ça aurait amélioré son sort et peut-être ça lui aurait permis d'être envoyé soit dans un des camps satellites de Paris comme Bassano et Austerlitz ou alors à l'île d'Origny. Donc en fait, il n'y a aucune trace d'aucun divorce entre Léonide et Irène, puisque en février 1944, juste avant d'être déporté, il réclame encore son livret de famille. Voilà. Excusez-moi, vous pouvez peut-être nous éclairer? Pourquoi est-ce que vous posez cette question? Vous avez des informations peut-être? Mais les informations sont dans le bulletin officiel. Quand on parle d'Irène Chiot, mariée Roselle, et après apparaît les noms de Lucien Rossel. Un est déporté à Bergen-Belsen, l'autre est déporté à Auschwitz. Je trouve que c'est un élément qui devrait revenir dans le nouvel éclairage que vous faites d'Irène Chiot à la résistance, qui a été toujours donc épouse Roselle, déportée à Auschwitz. Vous trouvez qu'on aurait dû plus mettre en accent? Corinne, tout à l'heure, a bien expliqué qu'au moment où vous avez eu le 13 juillet 1942, les premières rafles, 3 jours avant la rafle du Veldiv, les premières rafles dans Lyon, c'est la première grande rafle, à ce moment-là, Léonide se sent menacé. D'autre part, il ne faut pas oublier que depuis juin 1941, l'URSS avait changé de camp, en quelque sorte. Et vous savez que par son statut de réfugié, Léonide pouvait se sentir aussi menacé. Donc pour toutes ces raisons, il est allé dans le Gard, où il a été plus tard arrêté, mais ça a été bien dit par les différents intervenants, je crois. Mais pas dans la fiche de la RORI. Alors l'affiche de la RORI, j'ai compris. Enfin, l'affiche de la RORI du CD-ROM, c'est celle qu'a fait Thierry Roblin en 2004. Et depuis le début de cette table ronde, j'ai beaucoup insisté, peut-être même trop d'ailleurs, sur le fait que l'histoire était quelque chose en mouvement, toujours avec des interrogations et des nouvelles découvertes. Donc oui, on a progressé finalement. Thierry va la modifier cette nuit. Cette nuit, il va la modifier. Allez, une question. Si je puis juste préciser, dans un de ses courriers qui date des années 30, Irène Rossel évoque bien son mari en parlant de Léonide. Il parle de son mari et ils vivent sous le même toit à cette époque. Je n'ai pas la date exacte, mais je pourrais vous la retrouver. Monsieur. Bonjour, alors moi je suis un nouvel habitant de Lyon et j'avoue que je ne connaissais pas du tout Irène Chiot, donc la question que je me posais c'était l'avenir de sa mémoire tout simplement, pour qu'elle soit davantage connue. Alors peut-être à une plus grande... peut-être que c'était moi qui la connaissais pas et c'est ma méconnaissance, mais est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues en fait pour qu'elle soit connue? C'était le troisième thème que j'aurais voulu développer, que j'avais intitulé un parcours exemplaire, et on aurait pu commencer par ce qu'a fait déjà la ville de Joigny. Ça a été dit que son nom avait été donné dès après la guerre. Il y a eu donc des randonnées qui ont été organisées par
le maire Bernard Morel, qui est maire honoraire maintenant. Et puis l'année dernière, en mai, il y a eu une exposition avec une petite brochure. Et puis aujourd'hui, nous sommes là pour justement voir cette figure exemplaire. C'est intéressant, pour finir avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, sur le rôle des femmes. Il y a quelque chose dans l'hommage qu'on rend à Irène, quelqu'un qui est courageux, mais c'est aussi une femme qui a décidé d'avoir une posture qui autrefois était uniquement celle donnée aux hommes. Donc je pense qu'il y a une part de la modernité qui est là-dedans. Enfin, je ne veux pas me répondre à la place des autres, si vous voulez compléter là-dessus. Ma question, c'était à une échelle, en fait, au-delà de l'échelle locale, parce qu'effectivement, il y a des figures qui restent dans l'ombre. Si je peux faire ce parallèle, par exemple, j'ai découvert sur le tard la sœur de Simone Veil, en fait, qui a été une grande résistance et qui a été également déportée, mais dont on parle beaucoup moins parce qu'elle est dans l'ombre, elle reste dans l'ombre de sa sœur, alors que ce sont à l'échelle nationale, en fait, ce sont des figures très intéressantes. Alors, elle est dans les livres, Irène. Elle a cette chance, elle est dans les livres. Les ouvrages de son prince sont traduits dans le monde entier. Les historiens, justement ceux dont je parlais, spécialistes du travail forcé, Rainer Froebe et Horst Drahle, en Allemagne, du côté de Hanovre, sont vraiment des super spécialistes là-bas. Je ne vous l'ai pas dit, mais ils ont traduit les notices de la revue. Donc en fait, il y a des connaissances, on ne le sait pas nécessairement, mais il y a un rayonnement qui est déjà assez impressionnant, je trouve. Une autre question. Juste très rapidement, ce qui se passe souvent, il faut bien en convenir, et c'est désolant, mais beaucoup d'historiens et des journalistes vont à la facilité. Je ne vais pas dire qu'ils sont paresseux, mais ils vont à la facilité. Donc quand ils parlent des résistants, ils parlent toujours, et c'est mérité, effectivement, Lucie Aubrac, d'autres que vous avez cités. Pour les déportés juifs, on va toujours parler des déportés Simone Veil, entre autres, mais on ne parle pas des petits, on ne parle jamais des obscurs, des sans-grades. Quelqu'un d'autre l'a dit bien mieux que moi, avant moi. Et c'est profondément, moi ça me révolte profondément. Et j'aime beaucoup les petits, les obscurs et les sans-grades. Et vous avez raison, il faut les sortir de l'ombre, et nos amis de la Rory l'ont fait bien avant moi. Mais parce que nous avons des historiens et des journalistes qui sont quelquefois, je ne vais pas les accabler, disons dans le meilleur des cas qu'ils vont à la facilité, et c'est désolant. Une des dernières questions. Mais ce ne sera pas une question, ce sera plutôt une remarque. Raphaël Ajobi, je voudrais remercier le monsieur qui est à droite pour votre intervention sur la résistance et surtout pour sa structuration et ses limites. Parce que trop souvent, et peut-être la faute à Charles de Gaulle lui-même, qui a annoncé que la France a été libérée par ses forces vives intérieures, mais en même temps, le fait de montrer les limites de cette résistance intérieure est très bien, me satisfait pleinement. Pourquoi ? Parce que, finalement, on parle beaucoup de Londres, mais on a oublié que, en fait, la résistance plutôt, qui s'est transformée en un combat, est partie d'Afrique. Donc, Leclerc, jusque-là, on a parlé de Londres, on n'a pas parlé de Brazzaville. Donc, en disant qu'il y a des limites, effectivement, vous laissez aussi une part à un autre récit, le récit de l'autre résistance. Merci pour cela. Merci Ravel, ce n'était pas vraiment une question, c'était une réflexion. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Oui, vas-y. Bonsoir, messieurs, dames. Je voulais préciser quelque chose au niveau de l'arrestation de Sandrun à Épisy. Mon grand-père a été interné à Burenwald. Mon père était dans la résistance, enfin peu importe l'histoire. Et il se trouve que quand il y avait 3 personnes qui sont arrivées chez Renchio et les Allemands sont arrivés et apparemment ils ne sont pas rentrés chez Renchio, ils sont partis par le chemin du Halage
comme ils ont pu, ils se sont enfuis avec les Allemands aux trousses. Et les Allemands les ont récupérés à Vilsien. Et un des résistants s'est retrouvé dans l'église. Il a été descendu par les Allemands dans l'église. Et il se trouve que mon père, historien, a été missionné pour aller le décrocher dans le clocher de l'église. Mais ça, il m'en a jamais parlé. C'est d'autres gens qui m'ont raconté l'histoire, parce qu'on est passé 100 fois, 1000 fois avec mon père devant le clocher de Vilsien, il m'a jamais rien dit, il m'a jamais rien dit pour rien. Et apparemment, il est allé l'enterrer à Chaillé avec le père de Gérard Bourg. Ou comment, j'en sais rien, je ne saurais jamais. Alors, probablement dans le cimetière, c'est le meilleur endroit pour mettre quelqu'un, quand on sait pas où le mettre. Et les deux autres ont été arrêtés, ils sont partis en déportation. Et Semprún s'est retrouvé, alors je ne sais pas par quel chemin, à Buchenwald avec l'abbé Bruni. Il était devant la porte de Buchenwald, et je vois très bien comment c'est, parce que j'ai fait tous les camps. Et il a vu sortir mon grand-père, qui était interné, qui avait été interné avec Puneige, avec des gens de Joigny. Il était parti en même temps. Ils avaient fait le premier camp en Neuengamme. C'était un camp de déminage, donc vous imaginez ce qui pouvait se passer là-haut. Et après, ils sont partis à Buchenwald, parce que Buchenwald, c'était un camp de travail au départ. Moi, je l'ai visité plusieurs fois, et c'était à côté, il y avait les usines Messerschmitt. Et les Américains, au lieu de déglinguer les usines, ont déglingué le camp. Il ne reste plus qu'un bâtiment. Bon, enfin, peu importe. Et ce 13 ou 14 avril 1945, les Allemands décident d'évacuer le camp pour Flossenburg. Donc, ils sont tous partis à pied. Et mon grand-père sort, et l'abbé Bruni le voit, il était devant, avec Semprún. Et donc, c'est fou l'histoire, parce que l'abbé Bruni est rentré de déportation, il était curé à Pourrin. Il est mort il n'y a pas si longtemps, il est mort il y a 25-30 ans, et il était venu voir ma grand-mère et mon père pour leur expliquer qu'ils allaient certainement voir mon grand-père, parce qu'il avait 65 ans, il était en pleine forme, mais sans plus. Bon, quand je suis arrivé à Flossenburg, j'ai demandé des renseignements. Les Allemands sont super organisés, je ne sais pas si d'entre vous ont fait les camps, mais quand vous tapez à une porte et vous demandez, le mec vous dit « Bitte ein Moment », et je lui donne le numéro du tatouage, ou la date de naissance de mon grand-père, le mec Moment, il me sort, j'ai la fiche complète, y compris le numéro du train à Compiègne, avec c'est impressionnant. Voilà. Bon, après, on n'en sait pas plus. Mais pour vous dire que Semprún s'est donc fait... Il a été prisonnier à Vilsien. Et après, mais il n'a jamais été arrêté chez Renchio. Quand il a vu les Allemands, ils se sont sauvés. Voilà l'histoire. Et il y a un autre type aussi qu'on appelait Castagne, à Saint-Julien-du-Sault. Simo, voilà. Bon. Et il y a une histoire, ils se connaissaient, mais j'en sais pas plus parce que mon père m'a jamais rien raconté. Alors, voilà la précision que je voulais apporter. Merci. Merci. Juste un mot. Alain Trécourt, je sais ce que tu vas dire. Mais on le diffusera demain, ça. Oui, donc j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Georges Semprún à Paris, qui m'a raconté beaucoup de choses, et notamment son arrestation avec Irène chez Paula Buchignot. Et voilà, c'est tout. Je ne vois pas ce que cette histoire vient faire là. Bon, en tous les cas, l'extrait L'extrait sera diffusé demain, parce que j'en parlerai. Juste un instant, Catherine me suggère, et je trouve que c'est une bonne idée, qu'on pourrait peut-être demander, s'ils le veulent bien sûr, aux parents de la famille, puisque c'est quand même pas tout le temps qu'on fait des... Et on terminera là-dessus. Oui, est-ce que vous auriez quelque chose à dire? Parce qu'on n'a pas toujours un colloque sur Renchio à Joigny. Bonjour, alors moi je n'ai pas de lien de parenté avec Irène, mais avec Léonide, puisque je suis sa petite fille, mais je ne suis pas la petite fille d'Irène Chiot, puisque il a rencontré ma grand-mère. Ma grand-mère était à l'orphelinat, dont s'occupait Irène, et voilà, l'amour ne décide pas toujours. Et ils ont eu mon père ensemble. Donc mon père n'a absolument pas connu son père puisqu'il avait quelques mois lorsqu'il est parti à Auschwitz. Et donc voilà, moi je vous remercie en tous les cas pour vos interventions parce que je trouve que c'est très important. Justement, les petites gens, comme vous dites, il n'y a pas de petits ou de grands. Voilà, il y a juste des noms pour lesquels il faut continuer. Il faut continuer à les prononcer, ces noms-là, et pas faire gagner la tyrannie pour lesquels il n'était plus qu'un numéro. Voilà. Donc chaque fois qu'on prononce l'un des noms, Irène Chiot, Léonide Rossel,
personnellement. De travailler aussi sur le fait que une mémoire personnelle, en parlant justement, elle devient collective. Et aussi d'individualiser cette mémoire collective en la faisant sienne grâce à cette transmission que vous nous faites. Voilà, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Bien, si on veut tenir le timing, on n'est pas si mauvais que ça. Il est maire de Joigny, président de la communauté de communes, vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, mesdames et messieurs, Nicolas Seurat.